Et ça repart avec Banin qui lance Priou. Alors là non, il n'est pas en jeu. L'homme de Priou, ça va être l'égalisation. Oui, égalisation de Cannes malgré la tentative de Basile Boli. C'est Franck Priou qui égalise à la 36e minute. À Luis Fernandez qui va sauter au cou de Franck Priou, qui se fait remettre d'ailleurs à sa place par le délégué. Mais ça faisait un moment que ça chauffait, vous voyez, comme quoi être à la limite de hors-jeu et être hors-jeu une fois, deux fois, trois fois, même 5 ou 6 fois depuis le début du match, ça marche. Et puis un coup, ça marche plus. Et là, c'est une occasion plus qu'évidente. Et le retour de Basile Boli est trop tardif. Et bien avec ce but, Franck Priou, il rejoint le Polonais de Sochaux, Szewczyk, le Suédois de Lille, Anderson, et les Français Gignola et Zitelli en tête du classement des buteurs avec 2 buts. C'est bon, ça s'est déclenché? Ouais. Allez, donc entretien avec Franck Priou. Donc Franck, on pouvait pas être mieux là, on est installé sur le banc de touche à Parsemin, à Istres, fait à Fosse. C'est dans mon club d'origine. Voilà, justement, c'est ce que je voulais dire. On fait une interview sur ta carrière, hein, ouais. Et quoi de mieux de la faire là où tout avait commencé pour toi? C'est ça, exactement. Istres fait partie, c'est une grande partie de ma vie, Istres. Que ce soit avant ou même après le football. J'ai passé quand même 15 ans après en tant que directeur sportif et entraîneur. Donc c'est très très important. Donc comme on en a parlé hors caméra, ouais. Tu as débuté à Istres, donc tu es un enfant de Marignane, mais quand tu as débuté à Istres en division 4 à l'époque, en aucun cas tu ne pensais à devenir footballeur professionnel, et avant tout c'était le plaisir, le plaisir, le plaisir. Oui, parce que moi quand j'arrive d'Auxerre de l'armée, Istres, Georges Corac, qui était l'entraîneur à l'époque, me demande de venir, j'y vais parce que j'ai l'occasion d'avoir un travail à la ville de Istres, au service des sports, et de jouer au football, donc ça me permet de vivre, mais à aucun cas je pense être professionnel dans les années à venir. Moi je prends ce qui arrive comme un cadeau de Noël déjà, parce que le fait de jouer au football et en même temps de travailler et d'être libéré pour pouvoir aller s'entraîner, c'était déjà pour moi quelque chose de magnifique. Donc si à l'époque on m'aurait dit tu fais ça à vie, j'aurais signé de suite, sans penser être pro un jour. Après, les résultats ont fait que j'ai eu l'opportunité de pouvoir être professionnel. Et c'est grâce à Istres que j'ai pu le faire, et grâce à vos partenaires, avec tous les joueurs avec qui j'ai joué. Le fait qu'on soit monté aussi en Division 3 et Division 2 à l'époque aussi, parce qu'il y avait 2 groupes en Ligue 2 et on n'était pas obligé d'être pro.
Il y avait beaucoup de clubs amateurs mélangés au club pro. Et c'est ce qui m'a permis de me faire remarquer. Et c'est de là que j'ai signé mon premier contrat professionnel à l'Olympique Lyonnais. Est-ce que tu as toujours eu cette vocation d'attaquant au départ, où tu t'es cherché avant d'arriver à Istres? Non, je suis arrivé tard dans le football, moi. J'avais 13 ans quand j'ai commencé à jouer au football. J'ai joué ailier gauche au départ. J'ai jamais joué défenseur. J'ai joué gardien de but. Paradoxalement, j'ai joué gardien de but. Ça m'a servi pour après. Hein, parce que sur certains matchs après en Ligue 2 ou en Ligue 1, il n'y avait pas de gardien remplaçant. Et ça m'a permis de jouer certains matchs quand il y avait des blessures ou des expulsions. Alors, je me permets de te couper la parole parce que j'ai une anecdote qui me vient à ce sujet-là. Je l'ai vu sur internet, j'aimerais savoir que tu me la confirmes ou pas. Est-ce que c'est vrai que tu as joué un match en tant que gardien à Lyon en remplaçant Topalovic, mais voilà, et après tu as enchaîné d'autres matchs en tant que gardien aussi? Avant, à Istres, en Ligue 2, on perd au bout de la première journée, on jouait contre Nîmes, notre premier match en Ligue 2 avec Istres à Bardin. On perd Joël Schmitt au carton rouge, donc je finis les 10 dernières minutes dans les buts. Et en plus, dans la semaine, on perd, je ne vais pas dire de bêtises, Pascal Ravel, ligament croisé du genou. Donc plus gardien de but à Istres. Et les joueurs me demandent de faire gardien de but. Parce qu'à l'entraînement, je m'amusais à être gardien, et ils voyaient que j'avais des compétences pour faire gardien. Et le match après, on va jouer à Guignon, en championnat. Et je suis gardien titulaire sur la feuille de match, on fait 0-0. Et quelques années plus tard, avec Lyon, je remplace évidemment Topalovic parce qu'il a eu un malaise pendant l'échauffement. Et c'est encore contre Guignon, la même équipe avec qui j'ai joué, avec Istres, comme gardien de but. Et ce jour-là, on a gagné 7-1. Et c'est là que Paco Bandera, qui joue à l'époque à Guignon, disait qu'à chaque fois qu'on croise au Priou, ça arrive que des malheurs. En tant que gardien de but, je parle bien. Donc voilà, ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ouais. Mais ça n'a jamais été un... Moi j'ai trouvé ça naturel, quoi. Je veux dire, je pense, j'aimais ce rôle-là d'être gardien à l'entraînement, des fois dans les tournois de Sixte, j'ai même fait gardien. J'ai eu cette appréhension, cette peur de devoir remplacer un gardien de but et puis à l'arrivée ça s'est toujours pas trop mal passé, quoi. Istres, où tu côtoies notamment un autre serial buteur, Didier Mangzuc. Une année en Ligue 2. Ouais, on s'est côtoyé une saison. C'était pas l'amour fou non plus, quoi. Parce qu'on avait il arrivait, il était beaucoup plus professionnel que moi. Moi j'étais dans un club amateur, donc je ne sais pas si ce club-là lui convenait parfaitement. Mais c'est vrai que c'était un très bon buteur, c'était un très bon joueur. Il l'a prouvé après par la suite dans différents clubs. Donc après Istres, tu rejoins Lyon, à l'époque en D2. Avec Robert Mozaré. Et tu brilles. Non, je ne brille pas trop la première année quand même. C'est la deuxième année. La deuxième année, ça va un peu mieux. Mais la première année, j'ai du mal parce que quand tu passes de 3-4 entraînements par semaine à 7-8 dans la semaine à Lyon, où tu t'entraînes le matin et l'après-midi, j'ai du mal à enchaîner les séances et à enchaîner les matchs. Donc j'alterne le bon et le moins bon et le très mauvais aussi. Donc c'est pas évident la première année, en plus avec une saison où on finit barragiste, où on perd au barrage l'accession en Ligue 1. Mais ça reste une saison correcte, je trouve. Pour un apprentissage pour moi, je trouve que c'était bien. Moi je dis toujours Lyon, mon passage n'a pas été exceptionnel, mais ça m'a permis d'avancer et de progresser. Est-ce que tu sentais que ce club allait grandir et allait devenir ce qu'il est devenu par la suite ou pas du tout? Oui, quand Olas est arrivé. Parce que moi j'ai vécu l'arrivée d'Olas la dernière année avant que je parte à Mulhouse. Et on sentait déjà qu'il savait ce qu'il voulait. Il a su faire les choses, pas au bout d'un an, mais après par la suite, parce qu'il s'est très bien entouré. Et après, vu sa réussite, je ne suis pas étonné. Et ça reste un très très grand président, voire le plus grand président, après Bernard Tapie, bien sûr, et qui réussit, quoi. Avec ce qu'il a fait de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui, c'est fantastique. Donc ensuite, départ à Mulhouse, qui est un club très ambitieux de D2. Et à la fin de la saison 89, tu obtiens le Graal avec la montée en D1. Ouais. Et Didier Noto comme coach. Ouais, prof Didier Noto. Et oui, on fait une saison exceptionnelle, j'arrive, on n'est pas programmé pour jouer la montée. Hein. On est programmé pour essayer de faire le mieux possible, avec une petite idée derrière la tête. Et ça se passe hyper bien parce que le grand favori c'est Brest, et on finit champion. Et cette année-là, c'est vrai qu'on fait une saison assez exceptionnelle. On avait une équipe assez jeune, et on arrive à monter, mais l'année d'après ça a été beaucoup plus difficile. On ne sait pas qu'on jouait mal, on jouait bien, mais on était naïf. On perdait beaucoup de matchs sur des périodes de 10-15 minutes où on se faisait plier.
malheureusement, on est redescendu aussitôt. Mais ça reste une belle expérience. J'ai connu ma femme en plus, donc j'imaginais bien que ça reste une belle expérience. Alors comment tu vis cette arrivée en D1? Parce que tu marques quand même, si je ne me trompe pas, 12 buts. En D1, en Mulhouse. Ouais, ton année en D1 avec Mulhouse. Ouais. Ce qui est plus qu'honorable, puisque comme tu dis, l'équipe redescend dans la foulée. Mais j'aimerais revenir sur ce que tu viens de dire avant, que vous étiez naïf. Il y avait quand même de sacrés joueurs expérimentés qui étaient arrivés. Je pense à Sliskovic, à Krencevic, l'Australien. C'est pas le bon exemple, je trouve. Alors dis-moi pourquoi. Parce que là, Sliskovic, c'est Nonchalant. un super joueur, mais c'est quand il a envie. Et hygiène de vie, pas forcément génial, quoi. Donc c'était par période, quoi. Il est tombé sur une coach, Didier Noto, qui avait beaucoup de caractère. Et moi, j'ai vu Didier Noto soulever Sliskovic contre le mur un jour, une demi-heure avant le début du match. Parce qu'il s'était permis d'arriver à 14h30 au vestiaire alors qu'on jouait à 15h. Ouais, quand même. Faut le faire. Mais Blaise, paradoxalement, sur ce fait-là, il nous a fait gagner le match. Il avait besoin d'être secoué, motivé. Il avait besoin d'être secoué, donc voilà quoi. Krencevic, c'était autre chose. Et le problème, c'est que c'était un charmant garçon, mais il a eu beaucoup de mal à s'adapter. Et c'est vrai qu'après, il y a eu les Marc Keller, Claude Fichot, il y avait Daniel Neveu, il y avait Serge Génère, il y avait Peugeot, il y avait Denis Stéphane. On était quand même, on avait quoi, 25-26 ans, quoi. Quand j'ai dit jeune, on était un peu novice de la Ligue 1, quoi. On n'avait pas beaucoup forcément joué en Ligue 1. Et on découvrait un peu ce monde-là. On était capable de faire de beaux matchs parce qu'on a été capable de battre des équipes comme Paris, tenir tête à l'OM, qui était la grande équipe de l'Olympique de Marseille. Et malgré ça, sur des faits de match où on pouvait avoir le ballon pendant 30 minutes, si on se relâchait 10 minutes, c'était là où on prenait 2 buts. Et on sait qu'en Ligue 1, ça ne pardonne pas. Le match est effectué. J'aimerais faire une petite parenthèse. Est-ce que tu imaginais, maintenant en 2024, donc, voir dans quelle situation allait se trouver Mulhouse, allait se trouver Istres? C'est des clubs, certes, qui n'ont pas souvent côtoyé la Ligue 1 ou la D1 à l'époque, mais ça a toujours été des clubs importants de D2 ou de National. Est-ce que tu les aurais imaginés si bas actuellement? C'est difficile parce que le football, il a changé. Je sais qu'à l'époque, le football, il y avait beaucoup d'engagement déjà. Je pense que nous, Eric Dimeco l'a dit à un moment donné dans une interview, que s'il joue au football aujourd'hui, il ne finirait pas les matchs. Donc ça a changé, c'est plus le même football. Donc c'est difficile de comparer il y a 30 ans en arrière et à aujourd'hui. Moi, je trouve que le niveau du football en Ligue 2, voire des fois en Ligue 1, il a baissé. J'ai trouvé que peut-être à notre époque, il y avait des équipes qui jouaient mieux au football, des joueurs qui étaient plus techniques que physiques. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on cherche beaucoup plus des garçons physiques que techniques. Des garçons qui courent, qui rentrent. Des athlètes. Des athlètes. Donc est-ce que c'est des athlètes? Ça fait des super footballeurs, je ne suis pas sûr. Et moi, cette impression-là, que surtout la Ligue 2 a régressé par rapport à ce que moi j'ai connu en Ligue 2 et en Ligue 1 à l'époque. La Ligue 1, c'est autre chose, parce que vous avez des équipes, 2-3 équipes qui dominent le championnat. On parle même pas de Paris. Et puis après, la deuxième partie, d'une saison à l'autre, ça peut changer le classement. Ouais. J'ai vu Annecy là jouer en Coupe de France contre Fos. Pourtant Annecy Ligue 2, je me suis demandé à un moment donné qui c'était l'équipe de Ligue 2. Est-ce que c'est valorisant pour Fos? Oui, mais c'est pas valorisant pour Annecy. Après, ça reste la coupe. Mais moi, j'ai trouvé que le football avait régressé. Donc après Mulhouse, tu pars pour Sochaux. Il faut rappeler qu'à cette époque, Sochaux a fait 2 Coupes d'Europe d'affilée, notamment éliminé contre la Fiorentina. Et tu arrives à Sochaux. Alors je vais citer quelques joueurs, il y a les Crossi, les Sylvestre, Adzibejic, Bazdarevic, Paco Carrasco. Donc il y a quand même des bons joueurs. Et je crois que le maintien sera acquis d'extrême justesse. Donc ça a été une saison très délicate aussi. Très délicate pour moi parce que j'ai eu un accident de voiture. Sans gravité, j'ai pas été forcément bien accepté dans ce club. Pourquoi? Parce que je venais de Mulhouse, donc la rivalité Mulhouse-Sochaux. Donc pas trop accepté, mais ils ne te le montrent pas devant toi, ils ne te le font pas derrière. Parce qu'il faut être courageux pour le faire. Donc j'ai pas été trop accepté. J'étais pas convié forcément à des soirées ou à des repas qu'on pouvait faire après match. Je m'en apercevais, hein. Vous savez, quand vous passez devant le resto, vous voyez toutes les voitures, vous n'êtes pas convié, on ne vous a pas dit Franck viens avec nous. Vous avez bien compris que vous gênez un peu, quoi. Donc ça a été saison galère, je me suis blessé aussi pendant 3 mois au genou.
pas une blessure grave, mais une blessure que vous n'arrivez pas à trouver le mal, et qui traîne, et qui met 3 mois pour guérir. Voilà, plein de petites choses qui a fait que c'était une saison de merde. Avec un entraîneur Takac, que je respecte beaucoup, parce que c'est quelqu'un de très très rigoureux, qui demandait beaucoup, mais j'ai gardé mon souvenir. Ah d'accord, je croyais que tu allais dire un truc négatif après. Ah non, j'en garde bon souvenir, parce que moi, Takac, il m'a appris la rigueur. Moi, je garde aucun mauvais souvenir d'aucun club. Je veux dire, c'est partout où on passe, même si on ne joue pas ou même si ça ne se passe pas bien, on apprend toujours quelque chose. Et ce passage à Sochaux va me servir après pour Cannes. La rigueur, voilà, la rigueur, la méthode allemande. Donc je savais que si je voulais passer un palier à un moment donné ou être plus fort, il fallait que je sois beaucoup plus rigoureux à tous les étages, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Est-ce que justement Cannes, ce passage de 3 ans et demi, je crois, tu les considères ces années comme les plus belles et les plus accomplies de ta carrière, collective et personnelle? Oui, parce que je me marie cette année-là. J'ai mes deux premières filles qui naissent à Cannes. On fait une première saison très compliquée où je me blesse pendant 3 mois aussi au niveau de l'adducteur, où il faut opérer des adducteurs à la fin de saison. Et on descend en Ligue 2 la première année. Mais c'était surtout la première année, c'était compliqué. Il y avait beaucoup de joueurs, de stars, de joueurs, mais qui ne s'entendaient pas forcément les uns les autres. Donc ça fait une saison un peu merdique. Mais après, avec la saison en Ligue 2 avec Luis Fernandez et la saison en Ligue 1 par la suite, quand on est remonté, c'était fantastique. On avait un groupe exceptionnel. On avait un entraîneur exceptionnel, mais on avait un groupe exceptionnel. Un joueur exceptionnel. J'aimerais revenir sur cette première saison. Il faut rappeler que l'année avant ton arrivée, Cannes finit européen, donc en Coupe de l'UEFA. Vous faites 2 tours. Premier tour contre les Portugais de Salgueiros, avec notamment Placido qui avait joué au Racing Paris avant. J'étais remplaçant. Vous passez de justesse au penalty, mais vous passez quand même, ce qui est un exploit tout de même. Et au deuxième tour, Dynamo Moscou, vous n'êtes pas du tout favori et ça tient à rien. Ça tient à rien sous la neige et tout là-bas. On mène 1-0. Vous n'étiez pas loin de passer. On mène 1-0, ils égalisent. Mais c'est le match aller qu'on rate chez nous. On perd 1-0 chez nous contre une équipe qui ne nous avait rien appris, mais qui a su être réaliste à un moment donné, et costaud et solide. Après le match là-bas, je pense qu'on aurait dû le gagner. On aurait pu passer. Mais c'est vrai que c'était pas la bonne. C'est la première année de la SK, ou c'est l'année où on descend. C'est un peu logique aussi parce que c'était pas la grande entente dans le vestiaire, dans le groupe. Il y avait 2 clans, donc c'était compliqué. Quel est le joueur de cette époque-là qui t'a le plus impressionné? Alors bien sûr, il y avait Zidane qui débutait. Zidane, c'était pas encore le Zidane qu'on a connu par la suite. Mais il y avait quand même des Hazanovic, des Oman Biyik, des Langers, des Stasius. Hazanovic, c'était un sacré joueur. Hazanovic, il y avait Luis qui était un sacré meneur. Et puis sur le terrain, il montrait qu'il était présent. Puis Zizou. Il était exceptionnel. Déjà là, il était techniquement au-dessus de tout le monde, mais ce qui lui manquait, c'était cette masse musculaire, parce qu'il était frêle et qu'il a appris à avoir après avec le futur, avec ses passages à Bordeaux, puis après à la Juventus de Turin. Il est devenu ce qu'il est devenu, mais nous tous, on n'a pas été étonnés qu'il est devenu un grand joueur, parce qu'il avait des capacités pour déjà. Quand on pense à Franck Priou, on t'associe presque immédiatement à Michael Madar ou à Samuel Michel, après à Caen. Quel est pour toi le duo le plus emblématique que tu aies formé? C'est Madar. Sans hésitation. Oui, parce qu'avec Michael, on a été complices sur le terrain et en dehors du terrain. Une grande complicité. On avait déjà joué ensemble à Sochaux. Quand j'étais à Sochaux, il y était déjà. Et on a une grande complicité, on s'appelle encore aujourd'hui, on se donne des nouvelles. Mais on avait une très très grande complicité. Sur le terrain, en dehors, on s'entendait super bien, on était potes quoi. On était potes, nos femmes pareil. Voilà, on passait beaucoup de moments ensemble, que ce soit Madar, que ce soit Patrice Sauvager, que ce soit Kirat, que ce soit tous ces joueurs-là qui ont été à la SCAN, on était toujours ensemble après les matchs, même des fois on se voyait en semaine, que ce soit avec les femmes ou sans les femmes. Mais c'était hyper sain, c'était vraiment un club familial. Tout ça grâce à Luis Fernandez? Oui, parce qu'il a su remercier tout le monde. Et puis tout le monde était derrière lui. Et puis le club. Moi je me rappelle Bianca, celle qui était aux cuisines et qui s'occupait des jeunes et qui donnait à manger, elle était au petit soin pour tout le monde. Et quand vous avez de la reconnaissance pour ces gens-là et que vous les considérez, moi, je le dis toujours, quand je passe entraîneur, je dis celui qui est au plus bas jusqu'au plus haut, il a autant d'importance à mes yeux. Parce que c'est le président, qu'il est plus important que celui qui va s'occuper de la pelouse ou de tracer le terrain. Pour moi, c'est hyper important, il a autant de mérite, parce que
c'est lui, à la limite, c'est lui le plus important parce que c'est sur ce terrain de jeu que tu vas officier, et s'il te met un terrain à disposition et qui est hyper correct, il fait partie aussi de tes résultats. Ce que tu dis est normal, mais dans les temps qu'on vit aujourd'hui, ça peut surprendre. Hein. J'ai vu justement, tu parlais d'Éric Dimeco il n'y a pas longtemps sur RMC, qui disait que Franz Beckenbauer du temps de l'OM saluait tout le monde, que ce soit les magasiniers, ça paraît normal, c'est le respect, la politesse. Oui, mais c'est quelque chose qui voilà, ça choque tout le monde. Ouais. Oui, mais je ne suis pas étonné, parce que moi j'ai toujours dit que le football, c'est le sport collectif le plus individuel pour moi. Peut-être que dans d'autres sports ça existe aussi, j'en doute pas. Encore peut-être plus aujourd'hui, parce que chacun pense à sa propre carrière et à ses intérêts aussi. Mais c'est vrai, l'important c'est du coup petit, voilà, magasinier, celui qui laver tes affaires après l'entraînement. C'est pas ton chien, quoi, je veux dire. Pour moi, c'est beaucoup d'importance. C'est même un ami pour moi. Voilà. Il me rend service. Moi, si je peux lui rendre service, je lui rendrai service. Il ne faut pas dénigrer ces gens-là. Il y en a qui le font. Ils le paieront un jour. Je trouve que le respect avant tout, ça se mérite. Pour en revenir à la SCAN, donc remonter via les barrages en D1, vous finissez européen. Et ça se termine un peu en queue de poisson pour toi. Cannes donc fait la Coupe d'Europe. Ça se termine à cause de Safet Suzic. Voilà, c'était l'entraîneur. Tout jeune à l'époque, Safet Suzic, 39 ans. Il ne comprenait rien. Il a fait venir un Yougoslave, Koznikou. Ardian Koznikou. Et lui, l'important, c'était de faire briller ces jours-là. Alors, qu'est-ce qu'il avait comme intérêt? Peut-être qu'il en avait, je ne sais pas. Mais je ne me suis jamais entendu avec lui. Et je lui demandais à partir, parce que je ne pouvais plus. Quoi. Me connaissant, je savais que je ne pouvais pas. Et c'est pour cela que je suis parti à Saint-Étienne. Alors, je vais t'envoyer peut-être une petite pique, hein, ouais. Mais Koznikou, il a été performant quand même à Cannes. Ah, mais j'ai pas dit qu'il n'était pas performant. Mais tu veux dire que pour toi, c'était biaisé, quoi? C'était biaisé et qu'il fallait que ce soit lui qui soit mis en avant pour des raisons peut-être économiques, je ne sais pas. Peut-être qu'il y avait quelque chose à prendre ou il y avait quelque chose à vendre. Moi, c'est sûr, à 31 ans, il n'y a pas grand-chose à vendre. Mais ça ne lui a pas donné raison dans le foot. Même s'il a été performant, les résultats n'ont pas été là. Parce qu'avec l'équipe qu'il y avait, ouais, on aurait dû être européen encore une fois. Avec les Vieira et les Mikou notamment qui émergeaient. Et qui émergeaient avec Louis. Ils ont débuté avec Louis. Parce que j'entends, ouais, avec Safet Suzic, Vieira, Mikou. Non. Vieira, Mikou, c'est avec Louis qu'ils ont monté, qu'ils sont sortis, qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Aujourd'hui, ils peuvent dire merci à Louis, ces joueurs-là. Est-ce que ça te fait pas quand même regretter de pas avoir... Non, pas d'être parti, mais de ne pas avoir participé pleinement à cette seconde aventure européenne contre Fenerbahçe et ensuite l'Admira Wacker. J'ai joué. Oui, mais t'étais pas pleinement dedans, quoi, c'est ce que je veux te dire. Non, s'il y avait Louis qui était resté au club, je serais resté. Je serais resté à vie comme Louis. Louis, il avait la possibilité de rester à vie au club. Je peux comprendre Louis qu'il avait d'autres objectifs. Que Paris, c'était son club, c'était sa ville. Et qu'il a mis envie de le haut niveau, quoi, encore plus. Il le méritait en plus par rapport au résultat qu'il avait. Mais non, ouais, Cannes, je regrette, ouais, la vie à Cannes, ouais, voilà. Parce que j'ai vu naître mes filles, les supporters c'était fantastique, je veux dire, les gens étaient gentils, même si Cannes c'est pas une ville de football, mais tu as croisé des gens, tout ça, il n'y avait jamais d'animosité, il y a toujours, pour la vie de famille et tout, c'est vraiment agréable. Quoi. Et puis sportivement ça suivait, donc tu n'as pas envie de partir quand c'est comme ça, tu as envie de rester. Il y a des choix à un moment donné, tu es obligé de partir. Et donc en janvier, comme tu dis, direction Saint-Étienne. Octobre? Ah, ouais. T'es parti vraiment beaucoup plus tôt que ce que je pensais. Ouais. Octobre, je me rappelle, c'était mon anniversaire. Et blessé, une partie de la saison. Et je me blesse, je me déchire la cuisse, et 7 cm. Mal soigné. J'étais obligé d'aller voir un ostéopathe, Boixel, qui était l'ostéo de l'équipe de France. Philippe Boixel. Qui était l'ostéo de l'équipe de France à l'époque, à Laval. Je partais des semaines là-bas pour me faire soigner pendant un mois. C'est lui qui me sauve, qui me remet sur pied en fin de saison pour finir la saison avec Saint-Étienne. De là, départ pour le Stade Malherbe de Caen en D2. Ouais. Le club finit champion de France de D2. Devant ça, on le rappelle quand même, ouais, l'Olympique de Marseille, qui avait été rétrogradé par rapport à l'affaire Valenciennes-Marseille. Et assez inexplicablement, Franck Priou n'est pas prolongé. Et le recrutement pour te remplacer, sans cracher sur les joueurs, notamment Etienne Mendy. Bancarel. Anthony Bancarel. Il y en avait un autre aussi, je sais pas quoi là.
Comment il s'appelait le mec? Il y avait un joueur qui venait de je sais pas d'où. C'est l'autre fois, Raphaël Guerrero m'en a parlé. Qui joue avant-centre, qui n'a pas du tout marché. Je sais pas, ça me vient pas. Bon, il y a les Bancarel, mais dit, hein, mais bon, ça. Moi, je savais qu'ils allaient dans le mur. Je savais qu'ils allaient dans le mur. Je sais pas que je suis en fin de contrat, il me reste 1 an de contrat. D'accord. Moi, je demande à avoir une année supplémentaire par rapport à la saison que j'ai faite. Je suis élu meilleur joueur de Ligue 2. Je suis champion. Je suis un leader dans le groupe. Les joueurs, ça se passe bien. C'est un peu ce que j'ai vécu à Cannes. Club familial, ça se passe pas très bien. Les Baillois, les Samuel Michel, Guerrero, Perron, Yvan Le Bourgeois, tout ça, vraiment, super club. Les gens, super. Luc Borrelli. Public, super. Luc Borrelli, le pont. Super club, les supporters, super. Du monde tout le temps, 8-10 000 tout le temps au stade. Aucune animosité, aucune. Voilà, tout le temps là derrière nous. C'est le top pour un joueur. Moi, je voulais pas rester sur une année. Et je voulais avoir une année supplémentaire. Et puis le problème, c'est que derrière, j'ai une offre de Martigues sur 5 ans. À 32 ans, 5 ans, Martigues. Et retour à la maison quasiment. Chez moi, pratiquement. Ligue 2, qui a envie de remonter aussi en Ligue 1, parce qu'ils descendent de Ligue 1 quand moi je vais à Martigues. Je ne réfléchis pas. Qu'ils ne veulent pas me prolonger, ben, je prends l'option de la sécurité en signant 5 ans à Martigues. Donc comment tu vis ces saisons à Martiga? Pourri, Martigues. Ça a été catastrophique, Martigues. À cause d'un entraîneur. C'était qui le coach? Patrick Parisot. Pas été à la hauteur pour moi, humainement déjà, et au niveau du groupe. Donc, on est champion d'automne en hiver, et on était en champion d'automne en hiver. J'ai averti au président qu'on ne va pas monter. Je suis leader du groupe, les joueurs, c'est moi, je ne suis pas capitaine, mais c'est moi qui en demande à chaque fois à moi de faire le relais. Et j'ai averti le président on ne va pas monter. Il va y avoir un problème, on ne va pas arriver à monter. C'est ce qui est arrivé, on a fini 3e. Il n'y avait que 2 qui montaient à cette époque-là en Ligue 2, en Ligue 1, on a fait le 3e, on a monté. Voilà. Problème extra-sportif avec l'entraîneur, qui avait un problème avec moi. Voilà. Et à la fin de saison, c'était lui ou moi, donc ils ont choisi de se séparer de moi. On s'est arrangé, je suis parti. De là, ce retour à Istres? Là, c'est retour à Istres. J'avais la possibilité de re-signer à Sochaux. Parce que je vais à Sochaux, je discute avec eux, on se met d'accord sur 1 an, je voulais une 2e année. Ligue 2, Sochaux à l'époque là. Ouais. C'était Farouk Azibezic. Ouais. Je demande 2 ans, ils me disent oui, on voit le médecin du club qui me dit bon, il a un peu d'arthrose de cheville. 32 ans, joueur de football, attaquant, tu prends des coups tous les ans, un peu d'arthrose, c'est normal, mais bon, j'ai pas de blessure, j'ai pas eu d'entorse, j'ai pas de soucis, premier quoi. Parce que si tu ne fais pas signer les joueurs parce qu'il a un peu d'arthrose, tu vas pas faire signer grand monde. Parce que l'arthrose, c'est tout le monde, on vit tous avec. Hein. Donc il me refuse la 2e année. Et moi je pars du principe que quand tu as une parole, que tu donnes 2 ans, et que tu dis on te donne 2 ans, je ne reviens pas dessus pour me donner qu'un an. Donc je me suis levé, je suis parti. Je dis non. Moi quand on me dit ça, c'est comme ça. Si ça vous commencez comme ça, on commence mal. Donc c'est pas la peine de commencer, donc je préfère partir. Donc du coup je suis parti, on était installé hein, déjà à Martigues, j'avais acheté ma maison. Donc ma femme me dit, tu sais c'est pas plus mal, moi j'ai plus envie de bouger, j'ai envie de prendre reste. J'écoute, la possibilité c'est à Istres, national. J'ai la possibilité d'avoir un beau contrat, sans parler d'argent, je parle dans la durée, hein, avec le directeur sportif. Si tu veux, on fait ça. J'ai fait un trait sur ma carrière, voilà, c'est tout. C'est ce qu'on a fait le choix. On a fait ce choix-là, surtout qu'il y a une autre fille, notre 3e fille qui est arrivée après, qui est née à Martigues. On a fait le choix de préparer l'après. Si je te dis qu'en tant que joueur, on garde de toi l'image d'un buteur, d'un très bon joueur de club, toujours bien sûr au sens noble du terme, mais aussi d'un mec un peu fou, au même titre que les Cantona, que les Prunier. Et moi je rajouterais même que des mecs comme toi, dans le football actuel, il n'y en a plus, et ça manque. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Le problème c'est que si je reviens à ce qu'a dit Eric Dimeco, j'ai vu il n'y a pas longtemps, il y a Basile Boli, il ne faudrait plus jouer aujourd'hui. Et tout ce qui se passe avec la VAR, avec les coups qu'il y a eu, quand tu vois les PSG de l'OM de l'époque, c'est des boucheries. Ouais, c'est pas la même chose. Ouais. Comme tu fais aujourd'hui, tu ne peux plus jouer au football parce qu'on a grandi comme ça, là-dedans. Où ça rentrait, quand tu joues amateur en division 3, division 4, division 3, ça rentrait, attention, il fallait se faire respecter.
Aujourd'hui, c'est vrai que je me demande si aujourd'hui des joueurs de caractère ou quoi que ce soit. Moi, ce que je reproche aujourd'hui au président de club, c'est que vous m'avez pris pour venir chez vous parce que j'ai du caractère, parce que je suis un attaquant et ça vous plaît que je suis là. Mais quand je passe de l'autre côté et que je suis devenu entraîneur, ça vous convient plus. Ça vous déplaît qu'un entraîneur il ait du caractère. Je dis pourquoi? Parce qu'aujourd'hui les présidents ils veulent manipuler les entraîneurs. Et dès qu'ils ne peuvent pas manipuler un entraîneur, ça ne leur plaît pas au président. Donc vous étiez content à l'époque quand j'étais joueur d'être comme ça, et quand ça va dans l'autre sens, ça ne vous plaît plus. Pourtant j'ai tué personne et j'ai insulté personne. Moi tous les clubs que j'ai entraînés jusqu'à présent depuis 10 ans, ça s'est toujours bien passé à 90%. Mais même toi en tant qu'ancien joueur, c'est pas trop dur d'être entraîneur maintenant avec cette nouvelle génération qui se prennent pour des stars alors qu'ils jouent en R1 ou... Ça doit être difficile aussi quand même. Hein. T'imagines bien qu'aujourd'hui j'ai 60 ans, j'entraîne à R3 le club de Septem Consola et c'est compliqué parce que tu as des joueurs, ils ne gagnent pas d'argent là. Ouais. C'est petit niveau, ils travaillent à côté. C'est surtout l'assiduité quoi, les gens pour venir à l'entraînement, c'est compliqué, c'est très compliqué. Alors il y a des choses que toi que tu as vécues et que tu as du mal à comprendre. Comme eux, ils ont du mal à comprendre ce que toi, des fois, tu leur demandes. Parce que des fois, peut-être que je demande trop. Et qu'eux, ils veulent juste jouer au football, s'amuser. Alors, si vous n'avez pas d'ambition quand vous jouez un match de football ou vous ne jouez pas pour le gagner, dites-le, on fait du loisir. Tu t'y retrouves justement dans ce football de maintenant? Non. C'est compliqué. Hein. Non, c'est compliqué. Tous. Je pense qu'il y a une nouvelle génération d'entraîneurs maintenant qui prend le relais. Elle y arrivera certainement mieux que nous maintenant. Parce que nous, à 60 ans, moi, j'avais des valeurs. J'ai toujours respecté les entraîneurs. Que je joue pas, j'ai jamais manqué de respect. Aujourd'hui, tu ne fais pas jouer le joueur, il ne fait plus d'entraînement. Tu ne vois plus pendant quel jour. Franck, moi, je viens de 7 ans. Donc, j'aimerais savoir si tu as des souvenirs particuliers de confrontation en tant que joueur ou entraîneur avec le FC 7. En Ligue 2. Ligue 2 avec Lyon, j'étais venu jouer à 7. C'était un public chaud. On a fait 2-2 je crois là-bas, je sais plus, à l'époque. Et j'étais venu en tant qu'entraîneur avec Martigues aussi. Quand on était en National 2, il y avait Rouve déjà, qui finissait sa carrière. Voilà, c'est pas un club que j'ai rencontré beaucoup de fois. Mais il était en Ligue 2 et en Ligue 1 aussi, non? Oui, le premier club à faire le doublé Coupe Championnat. C'est ça. En 1934. Ça remonte. Ouais, c'est vrai que ça remonte. Et Franck, dernière question. J'aimerais que tu prennes le France Football là il est où le France Football? Ah, il est là-bas, on va me l'amener. Celui-là. Merci beaucoup. J'aimerais, quand tu vois donc ça, est-ce que tu es fier d'avoir fait la une de France Football? Bon, ça j'imagine. Mais est-ce que ça te rend nostalgique? Ce truc-là, en fin de compte, je suis chez ma femme. Je descends le matin pour aller chercher le pain, le petit déjeuner. On vient de se mettre, on est ensemble depuis peu. Et tout le monde dans la rue me dit « Oh Franck, félicitations, hein, félicitations ». Déjà il me croit, j'ai dit « Mais il me félicite de quoi ?» Moi je croyais qu'il me parlait du match de la semaine d'avant. J'ai dit « Mais on était jeudi ou vendredi, je sais plus. Non, c'est le mardi. C'est ça. Eh oui, mardi, France. C'est le mardi, voilà. Et j'arrive, rentre dans la presse pour prendre le journal. Et le buraliste qui me connaît me dit « Franck, tu prends pas le France Football aujourd'hui ?» Je dis « Pourquoi faire ?» Je dis « Mais tiens, un truc. » J'en ai acheté 10. Mais FF, il t'avait même pas informé que tu allais être en une? Non. D'accord. Non, pas du tout. Et j'en ai acheté 10 parce que je savais que ma mère allait m'en demander, que ma soeur aussi, que la belle famille aussi. Donc j'en ai acheté des dizaines en fin de compte. Encadré à la maison? Non. Il est au fond du garage, dans une caisse, et ça fait 10 ans que je ne l'ai pas ouvert. Nostalgique? Non, ouais, par moment, parce que tu repenses à tout ce que tu as fait. Parce que tu as 60 ans aujourd'hui, et tu te dis putain, c'est passé une vitesse, c'est incroyable quoi. Mais mes enfants, ma grande fille elle a 32 ans aujourd'hui, 30 ans la deuxième et 24 la troisième. J'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose, tellement que ça passe vite. Oui, j'aimerais, si on me dit aujourd'hui, tac, ça s'arrête et hop, tu repars, oui, je veux refaire la même chose. Aucun regret dans ton parcours? Ah non, aucun regret. Mais je viens de nulle part. Ouais, c'est vrai. Je viens de nulle part et j'étais pro pendant 13 ans. Qu'est-ce que tu veux que j'ai comme regret? Bon, ouais, ça va, Franck, c'est une bonne conclusion, je pense, de cet entretien. Ça m'a fait extrêmement plaisir parce que je l'attendais depuis un moment.
Et on l'a fait dans un cadre magnifique, hein, au stade Parsemin. Et j'espère que toi aussi ça t'a fait plaisir Oui. de ressasser, de relater plutôt tous ces vieux souvenirs. Il y a des choses qu'on pourrait parler pendant des heures, des journées. Hein. On fera un tome 2 dans quelques années. Ouais, t'as raison, mais ça passe tellement vite que je dis que chacun ait leur carrière ou quoi que ce soit et qu'ils en profitent. Parce que... Quel bonheur d'aller le matin à l'entraînement, de se lever, aller s'entraîner, d'aller jouer au football. Mais ma fille, il n'y a pas longtemps, elle m'a posé une question, elle m'a dit papa, tu allais travailler ou c'était une passion le foot? Je lui ai dit non, j'allais pas travailler, c'était une passion le football. Jamais de la vie j'ai prononcé ce nom, je vais travailler au foot, je vais travailler au foot. Non, c'était une passion. J'ai eu l'occasion et le privilège de pouvoir vivre de cette passion. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent le dire. Il y en a qui le matin ils se lèvent pour aller travailler, c'est dur, parce que je l'ai vécu, je l'ai fait aussi. Et je peux comprendre que quand tu as la chance de vivre ça, donne-toi dans les moyens de réussir et de montrer que tu es là, que tu te bats sur un terrain. Aujourd'hui, il y a trop d'artifices. Ils sont plus préoccupés par le gel qu'ils vont mettre dans les cheveux ou par la paire de chaussures. Les tatouages. Et les tatouages pour faire bien à la télé que leur performance sur le terrain. Parce que ça foutait, nous à l'époque, les tatouages, les chaussures, les ci, les là. Nous, on voulait rentrer là, jouer et puis gagner des matchs. Merci Franck. Merci à toi. Merci beaucoup. Et au plaisir. Avec grand plaisir, ouais. Merci beaucoup. Thank you.